Voilà, merci d'être avec nous. Ben, écoutez, mon nom est Cyril Ekwala. Je suis journaliste et éditeur en chef de la plateforme média Néo-Québec. Et puis, il me revient d'animer et de modérer ce webinaire initié par l'organisation SOS Harcèlement et Discrimination en milieu professionnel au Québec. Et quoi de mieux pour commencer justement ce webinaire que de rester dans son sujet. Et je pense ici au titre de notre webinaire, Harcèlement et discrimination au travail, comprendre, prévenir et agir, enjeux pour la santé mentale et recours juridique. Voilà un peu de quoi on va. Le milieu de travail devrait être, qu'on le sait, un espace de respect, de dignité, de sécurité et je dirais même de reconnaissance. Pourtant, dans de nombreux environnements professionnels, des personnes continuent de vivre des situations de harcèlement, de discrimination, voire même d'exclusion, de propos dévalorisants, de comportements répétés et de traitements inéquitables. Euh, Ces situations ne sont jamais anodines. Elles peuvent affecter la confiance, la motivation, la santé mentale, la performance professionnelle et même la vie personnelle et familiale. L'objectif de ce webinaire est donc de prendre le temps, vraiment se donner du temps pour mieux comprendre ces réalités, de mieux les nommer, mais aussi de voir comment les prévenir et comment agir lorsqu'elles surviennent. Donc, nous aurons d'abord une mise en contexte, à mon avis, essentielle avec Madame Mati Diop, qui est commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques à la ville de Montréal, qui permettra d'inscrire un peu cette discussion dans une réflexion beaucoup plus large sur les milieux de travail, les responsabilités institutionnelles et la lutte contre les discriminations. Ensuite, Sylvestre René Assangefa, qui est psychologue, nous aidera à mieux comprendre ce que recouvrent les notions de harcèlement et de discrimination au travail. Il posera quelques repères de base pour distinguer ces réalités, reconnaître certains comportements associés et identifier les facteurs de risque qui peuvent exister dans les milieux professionnels. Nous allons poursuivre avec Marie-Hélène Bellé, qui est criminologue, qui, elle, va aborder les impacts de ces situations sur la santé mentale. Son intervention, j'en suis sûr, je m'avance, mais j'en suis sûr, nous permettra de mieux saisir les conséquences psychologiques possibles, les signaux d'alerte à ne pas négliger, ainsi que les effets que ces expériences peuvent avoir sur le travail, encore la performance et la vie personnelle. Un troisième temps sera consacré à la prévention et aux stratégies d'adaptation avec les regards croisés donc de Sylvestre René Assangefa et Marie-Hélène Bellé. Il sera donc question de manière générale des bonnes pratiques en milieu de travail, des outils utiles pour les employés et les gestionnaires, ainsi que des stratégies permettant de se protéger, de demander de l'aide et de ne pas rester seul face à une situation difficile. Enfin, Maître Hervé Ndedi Penda, qui est avocat, viendra éclairer le volet juridique de notre discussion. Il nous aidera à mieux comprendre les droits des travailleurs, les obligations des employeurs, les recours possibles et les démarches à envisager lorsqu'une situation de harcèlement ou de discrimination exige une action formelle. Donc, à travers, je dirais, toutes ces interventions qui, vous le voyez déjà, sont complémentaires, le souhait de ce webinaire est d'offrir à vous, participantes et participants, des repères clairs, accessible et utile pour comprendre encore une fois, pour prévenir, pour soutenir, mais aussi pour agir avec discernement, responsabilité. Donc encore une fois, merci à vous d'être avec nous. Je m'excuse encore une fois pour le retard que nous avons pris. On va démarrer tout de suite et je donnerai la parole au directeur donc, de SOS HDMPQ, c'est-à-dire SOS Harcèlement Discrimination en milieu professionnel au Québec, l'organisme donc qui nous reçoit au cours de ce séminaire. Merci Cyril, merci pour l'introduction. Et je ne veux pas être long. Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir, avec un grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire organisé par SOS Harcèlement et Discrimination en milieu professionnel au Québec sous le thème Harcèlement et discrimination au travail, comprendre, prévenir et agir. Le harcèlement et la discrimination demeurent des réalités préoccupantes qui portent atteinte à la dignité, à la santé psychologique et au bien-être des travailleurs. Face à ces enjeux, il est essentiel
de mieux comprendre leurs manifestations, de renforcer les mécanismes de prévention et de connaître les ressources et recours possibles. Ce webinaire se veut un espace d'information, de sensibilisation et d'échange afin de favoriser la création de milieux de travail respectueux, inclusifs et sécuritaires pour toutes et tous. En effet, il a été donné de constater que les personnes victimes de harcèlement et ou de discrimination en milieu de travail hésitent fréquemment à rechercher du soutien, ne franchissant souvent le pas qu'à un stade où la situation devient particulièrement préoccupante. Plusieurs d'entre elles nourrissent la perception erronée que le recours à un psychologue ou à un médecin du travail pourrait entraîner des conséquences défavorables sur le dossier médical ou le parcours professionnel. Par ailleurs, la crainte qu'une démarche juridique, notamment le recours au syndicat ou à un avocat, puisse nuire à leur réputation, à leur crédibilité ou à leur perspective d'avancement constitue également un frein important à la dénonciation. Ces appréhensions contribuent malheureusement à retarder l'accès aux ressources d'aide ainsi que la mise en place de mesures préventives et correctives adaptées. Dans ce contexte, renforcer les connaissances des travailleurs quant à leurs droits, aux recours disponibles et aux mécanismes de protection existants représente un levier essentiel pour prévenir le harcèlement et la discrimination en milieu de travail. Nous remercions chaleureusement nos conférenciers, nos partenaires, ainsi que chacun d'entre vous qui a pris le temps de se connecter à ce webinaire pour soutenir la cause. Je vous remercie de votre bienveillante attention et excellent webinaire. Merci Cyril. Merci Sylvestre. On va donner la parole à Madame Mati Diop, qui est la commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques à la ville de Montréal. Bonjour, merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous ce midi pour parler d'un sujet aussi pertinent et d'actualité que les discriminations et le harcèlement. Je tiens à remercier M. Assa et toute l'équipe de SOS Harcèlement et Discrimination en milieu professionnel et aussi nos experts ici présents et M. Ekwala pour la modération. Dans nos milieux de travail, malheureusement, encore beaucoup trop de personnes vivent des discriminations et du harcèlement. Cela affecte la santé mentale, ça a été dit, ça affecte la santé physique, ça brise des carrières et malheureusement, parfois, ça brise des vies, il faut le dire. Nous avons tous et toutes une responsabilité pour bâtir des milieux de travail sains, sécuritaires pour tous. Les institutions, comme la Ville de Montréal, l'institution pour laquelle je suis commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques. Donc, en tant qu'employeur, les institutions ont la responsabilité d'offrir des milieux de travail sains, sécuritaires, exempts de discrimination et de harcèlement, et où le respect et la dignité humaine ne se négocient pas. Ils doivent mettre en place des mécanismes de traitement des plaintes et aussi des procédures qui garantissent la confiance des employés pour pouvoir utiliser les procédures en place et les mécanismes de traitement des plaintes. À la Ville de Montréal, par exemple, on a mis en place un guichet unique qui permet, donc avec des intervenants diversifiés, assez diversifiés et des parcours diversifiés pour offrir un accompagnement de façon confidentielle aux employés qui souhaitent faire une plainte. Donc, ça, c'est un mécanisme que les institutions peuvent mettre en place. Mais il est important aussi que de garantir cette confidentialité-là et que ces mécanismes-là soient connus, simplifiés et transparents. C'est ça qui garantit aussi que les employés puissent l'utiliser pour pouvoir, quand ils sont victimes de discrimination et de harcèlement. Ça prend aussi des méthodes, des mécanismes de traitement indépendants de ces plaintes-là. Donc, à la Ville de Montréal, par exemple, c'est la Commission de la fonction publique de Montréal qui est une instance indépendante de l'administration qui relève directement du conseil municipal qui traite les plaintes. Donc, qui traite les plaintes des employés de la ville et aussi des personnes externes qui se sentent discriminées quand ils ont fait une demande d'emploi à la ville. C'est aussi important de briser l'omerta. Et l'actualité récente de cette fin de semaine nous rappelle que c'est important, peu importe l'institution, d'œuvrer pour briser l'omerta, pour que les gens osent faire des plaintes et assurer une protection aussi des gens contre les représailles. Ça, on l'entend beaucoup
j'ai peur de porter plainte. Cyril en a parlé, M. Hassan en a parlé, de ces freins-là qui empêchent les gens de porter plainte. Quand je parle de responsabilité partagée, aussi comme employé, nous avons la responsabilité de dénoncer quand on est témoin et de soutenir nos collègues qui vivent de la discrimination et du harcèlement. Pour les victimes, je sais que ce n'est pas toujours facile de dénoncer. Je sais que nos experts vont y revenir tantôt là sur les freins, les barrières. Faire une plainte, c'est pas facile, mais il ne faut pas hésiter à chercher de l'aide, trouver des ressources qui nous accompagnent et nous soutiennent dans notre démarche. Donc, des organismes comme SOS Harcèlement et discrimination en milieu professionnel ont toute leur pertinence pour aider et accompagner. Je sais que nos experts vont nous parler certainement d'autres ressources qui existent comme les syndicats et des ressources internes aussi des fois dans les organisations et à l'extérieur des organisations. Il faut dénoncer pour notre bien-être, car personne ne doit vivre dans un milieu de travail toxique. Et nous avons tous le droit d'être traités équitablement et d'avoir des chances égales d'évoluer, de progresser dans notre carrière. Il faut dénoncer pour que les choses changent pour nous, mais aussi pour les autres, et aussi pour que nos organisations évoluent. Alors, j'ai hâte d'entendre nos experts ici présents aujourd'hui pour nous aider à mieux comprendre, prévenir et agir. Merci et bon webinaire. Merci beaucoup, Madame Diop. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous restez avec nous, hein, vous nous promettez, vous restez avec nous. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des questions pour vous. Et je voudrais rapidement profiter. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais rassurer celles et ceux qui sont avec nous. Je ne vous ai pas présenter Madame Diop uniquement par son titre, comme je ne le ferai pas avec nos différents experts. Je ne le ferai pas au début de notre webinaire parce que comme nous sommes partis avec retard, je voudrais vraiment que ce soit surtout leurs propos qui soient retenus, mais ne vous inquiétez pas, à la fin, je vous les présenterai biographiquement et vous comprendrez pourquoi ils ont toute la pertinence et la compétence pour parler des sujets dont ils vont nous parler. Je vais donc repasser la parole à Sylvestre Assa, psychologue, pour nous parler un peu, Sylvestre Assa, de nous parler un peu de la compréhension du harcèlement et la discrimination, parce que ce sont des mots qu'on jette comme ça dans l'espace public, on les utilise, je me sens harcelé ou alors je me sens discriminé. De manière concrète, vous allez nous expliquer un peu ce que c'est. Merci Cyril, merci de me redonner la parole. Je veux tenter de définir un peu en termes de jargon. On entend parler de discrimination, de harcèlement, de racisme. Je vais essayer à partir de ce que j'ai préparé de faire la distinction. C'est quoi le harcèlement? C'est quoi la discrimination? C'est quoi le racisme? Par exemple, donc, je vais commencer par la discrimination. La discrimination survient lorsqu'une personne est traitée différemment, exclue ou désavantagée en raison d'un des motifs, ce qui compromet l'exercice de ses droits et libertés dans quelques domaines tels que l'emploi, le logement, l'accès aux services, l'éducation, les contrats, les lieux publics, etc. Selon la Charte des droits et libertés du Québec, il existe 14 motifs de discrimination. On parle beaucoup de racisme, mais le racisme n'est pas la seule forme de discrimination. Comme je le dis souvent, la discrimination touche tout le monde parce que la plupart des temps, on croit qu'il n'y a que les immigrants. Je le dis souvent, ça touche même ceux que nous qualifions habituellement de Québécois de souche. La discrimination, il existe 14 motifs. Il y a la race, la couleur de peau, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, sauf dans des mesures prévues par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale et le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour le contrer. Donc voilà ce qu'on appelle généralement la discrimination. La plupart du temps, les gens vont parler de racisme. Non, le racisme est une forme de discrimination. Et pour parler de discrimination, il faut que ça touche l'un de ces 14 motifs évoqués dans la Charte des libertés. Maintenant, qu'est-ce que le harcèlement? Le harcèlement est un ensemble de comportements, de paroles, de gestes ou d'attitudes non désirées qui blessent, humilient, intimident ou offensent une personne et qui créent un climat nuisible pour elle. Généralement, dans le milieu du travail, on va noter deux types de harcèlement. Il y a ce qu'on appelle le harcèlement psychologique et d'une part,
Ça, on le voit aussi très souvent, le harcèlement sexuel. Si vous vous rappelez du scandale qui a éclaté il y a de cela quelques années dans le milieu des arts, on parlait beaucoup plus du harcèlement sexuel. Donc, c'est quoi le harcèlement psychologique? Selon la CNSST, le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire, se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles et non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne pour elle un milieu de travail néfaste. Voilà un peu la définition du harcèlement. Et dans ce contexte-là, pour qu'on parle de harcèlement, il y a 5 critères psychologiques. Il suffit que l'un de ces critères ou bien la majorité de ces critères soit établi pour qu'on parle de harcèlement. Il faut que la conduite soit vexatoire, c'est-à-dire humiliante, blessante, abusive ou offensante. Il faut des comportements en deux, des comportements, des paroles et des actes, des gestes répétés. Par exemple, si quelqu'un vous traite une seule fois, on ne peut pas vraiment, sur cette base-là, la plupart des plaintes sont rejetées parce que quelqu'un vous a dit un mot en passant, c'est arrivé une fois en une année, on ne peut pas dire qu'il y a du harcèlement en ce moment-là. En trois, il faut que le caractère, il faut que cela ait un caractère hostile ou non désiré. Quatre, une atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique. Par exemple, la personne se sent dévalorisée, humiliée, intimidée ou menacée. Et en cinquième point, il faut que le milieu de travail soit néfaste. Donc voilà les 5 critères pour lesquels on dit qu'il y a harcèlement. Maintenant, le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel se définit comme le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou des comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou qui créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Vous savez très bien ce qui s'est passé dans le milieu des arts québécois où on a accusé des personnalités très célèbres de harcèlement sexuel. Et c'est ça qui a brisé un peu la glace et qui permet aujourd'hui que beaucoup de personnes puissent être en mesure de porter plainte. Maintenant, on sait tous que le harcèlement et la discrimination sont punis par la loi et comme les gens sont subtils et malins, on va trouver des moyens de les contourner et de causer du tort à quelqu'un tout en évitant de se faire accuser de personnes racistes, d'homophobes, de sexistes. En ce moment-là, on va parler des micro-agressions. Des micro-agressions. C'est quoi une micro-agression? C'est ce que j'appelle des comportements connexes. Parce qu'on sait que si je te traite différemment en raison de ton handicap, de ta couleur de peau, de ta religion, je risque de me faire accuser. En ce moment-là, vont entrer en ce qu'on appelle les micro-agressions. Les micro-agressions sont des remarques, des gestes ou des comportements quotidiens qui, bien que parfois banals, subtils ou involontaires, véhiculent un message dénigrant ou discriminatoire envers une personne issue d'un groupe marginalisé. Elles peuvent aussi être liées au genre, à l'origine ethnique, à l'âge, à l'orientation sexuelle ou à un handicap. Bien qu'elles puissent paraître anodines, elles s'accumulent et ont un impact réel sur la santé mentale et le bien-être. En effet, au sein d'une société où les citoyens sont pleinement conscients des lois en vigueur proscrivant toute forme de discrimination, les micro-agressions se manifestent comme une expression plus insidieuse et subtile de celle-ci, produisant en définitive des effets comparables à la discrimination et au harcèlement sur la santé mentale. On distingue quelques catégories de micro-agressions. Modérateur, je ne sais pas si vous avez chronométré, on avait prévu environ 10 minutes. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de m'aviser si j'ai dépassé mon temps. Donc, les micro-insultes. Ce commentaire ou comportement sont subtilement irrespectueux et communiquent un message dénigrant sur l'identité de la personne. Par exemple, demander à un collègue né au Québec de manière insistante, mais tu viens d'où? Dit à une personne qu'elle s'exprime bien pour quelqu'un qui n'est pas né ici ou bien pour quelqu'un de sa communauté. Dit à une personne obèse qu'elle marche vite pour quelqu'un qui est obèse. Dit à un handicapé, vous travaillez bien pour quelqu'un qui est handicapé. Ça, c'est une micro-insulte. Il y a ce qu'on appelle, en deuxième point, les micro-attaques. Il s'agit des remarques ou des comportements verbaux ou non verbaux, conscients ou ouverts, qui s'apparentent à la violence verbale ou à de la discrimination. Exemple, interrompre systématiquement une femme lors d'une réunion, utiliser des plaisanteries blessantes sur un groupe marginalisé. En troisième lieu, il y a les micro-invalidations. Ce sont des propos qui nient ou minimisent les sentiments, les réalités ou l'expérience vécue par une personne marginalisée.
Exemple, dire je ne vois pas ta couleur de peau ou le sexisme n'existe pas dans notre milieu de travail. Un autre exemple, feindre la surprise lorsqu'une personne handicapée accomplit une tâche quotidiennement normale que toute personne devrait faire. Maintenant, c'est quoi l'impact réel? Malgré le préfixe microagression, micro, les conséquences de ces agressions sont cumulatives. Telles des gouttes d'eau qui finissent par creuser le rocher, elles peuvent provoquer un stress important et nuire à la santé mentale, au sentiment d'appartenance et à l'estime de soi. Je vais maintenant terminer en parlant des préjugés, qui sont toujours une autre forme de discrimination pouvant amener à du harcèlement. Les préjugés sont des croyances ou des attitudes toutes faites envers un groupe ou une personne. Lorsqu'ils se traduisent par des actes, ils mènent à la discrimination et au harcèlement. Ces dynamiques sont strictement interdites par la loi. La plupart des préjugés sont rattachés aux croyances généralement entretenues par l'inconscient collectif d'une société et contribuent à jeter le discrédit sur une minorité ou un groupe de personnes. Je vais vous donner ici quelques exemples. Toute personne conduisant une moto Harley Davidson est un motard criminel, ce qui n'est pas toujours vrai. Ça, c'est des préjugés généralement entretenus. Tout afro-descendant vivant à Montréal-Nord est un membre de gang de rue. Tous les Italiens sont de près ou de loin liés à la mafia. Donc, voilà un peu quelques préjugés que nous pouvons entretenir sur les personnes et qui, au final, vont avoir les mêmes conséquences que la discrimination directe et systémique que nous voyons dans notre société. Maintenant, pour conclure mes propos, je veux dire ceci. Le harcèlement et la discrimination en milieu de travail constituent des atteintes graves à la dignité, à l'intégrité et aux droits fondamentaux des personnes. Qu'ils se manifestent de façon ouverte ou plus subtile, notamment par des micro-agressions, des préjugés ou des comportements vexatoires, leurs effets peuvent être considérables sur le plan psychologique, l'estime de soi, le sentiment d'appartenance et le fonctionnement professionnel des victimes. À long terme, ces situations favorisent l'apparition des détresse psychologiques, d'anxiété, de dépression, d'épuisement professionnel et des difficultés relationnelles. La prévention, la sensibilisation et l'intervention rapide face à ce comportement sont essentielles afin de promouvoir des milieux respectueux, inclusifs, sécuritaires et conformes aux principes d'égalité et de justice sociale. J'en ai terminé pour cette première partie. Merci beaucoup, Monsieur Asta. Ne vous inquiétez pas pour le temps. Si je vois qu'on déborde, je vais me manifester. Mais quand je ne me manifeste pas, c'est que vous êtes largement dans votre temps. Merci beaucoup pour cette mise en, je dirais quoi, cette mise en bouche où on arrive maintenant à faire la différence vraiment entre ce qu'est discrimination, harcèlement, les différentes micro-agressions, micro-invalidations, préjugés. Pour beaucoup, je vous écoutais, puis je vois que même pour moi, et comme sûrement beaucoup d'autres, on mélangeait un peu tout ça, alors que devant la loi, il y a de réelles différences. Vous avez évoqué surtout une ou deux fois, vous avez évoqué les impacts ou les effets sur la santé mentale. Je vais donc me tourner vers Marie-Hélène Bellé, qui est criminologue et qui, elle, va nous parler de manière beaucoup plus concrète donc des impacts sur la santé mentale du harcèlement et la discrimination en milieu de travail. Marie-Hélène? Oui, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'abord d'être là aujourd'hui parce que définitivement, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet qui est récent, nouveau. J'en parlais justement avec une de mes clientes ce matin qui me disait, euh, ben c'est ça, qu'elle avait l'impression qu'à toutes les portes où elle cognait, personne comprenait vraiment, personne voyait ce qu'il en était réellement de sa situation. Donc c'est un sujet qu'avec mon collègue Sylvestre, à ça, on a pris sur nos épaules et qui me tient vraiment personnellement à cœur. Donc, pour reprendre les définitions de mon collègue Sylvestre, encore une fois, je vous dirais que je me suis un petit peu plus concentrée sur le harcèlement parce qu'en fait, le harcèlement en milieu de travail, il discrimine personne. Il y a personne qui est à l'abri de vivre une situation de harcèlement en milieu de travail. Bon, évidemment, de vivre la discrimination non plus. Euh, puis, cette situation de harcèlement-là en milieu de travail, elle est très, très souffrante. Dans ma pratique, et croyez-moi, je vois
beaucoup, beaucoup, beaucoup de magnifiques personnes à toutes les semaines depuis des années. Et je peux vous dire que le harcèlement en milieu de travail, c'est des situations très, très, très souffrantes où j'ai vu les plus grands symptômes, où j'ai vu les gens les plus en souffrance, avec des idées suicidaires, des passages à l'acte, malheureusement. Donc, il faut en parler, il faut aider ces personnes-là qui vivent ça, puis il faut concrètement expliquer c'est quoi le harcèlement parce que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement concret. On le ressent, on le vit, on est souvent pris avec ça en tant qu'être humain. Donc, je vous ai préparé une petite vignette clinique très, très rapide, très simple, pour vous expliquer un peu le genre de situation. Mais ça peut être dans tellement de contextes, de milieux différents. Mais je vous dirais que pour faire un suivi avec de nombreuses personnes qui vivent ce harcèlement-là, on revoit toujours les mêmes problèmes sous-jacents, les mêmes comportements, les mêmes situations. Ce sont des mots différents, des contextes différents, mais on se retrouve tout de même avec les mêmes petites nuances où la personne, c'est pas clair pour elle, mais ça demeure du harcèlement. Donc, je vous ai préparé une petite vignette clinique bien simple. Donc, je pars avec Marie. Je me suis dit qu'en mettant mon propre prénom, je brusquerais personne. Donc, on part avec Marie, qui est une professionnelle très calme, très concentrée, qui est perfectionniste, qui aime beaucoup son travail, qui est très à l'aise, qui a des amis dans son milieu, qui évolue très, très bien. Et tout à coup, ben, il y a une espèce de petit changement. Il y a un nouveau gestionnaire, une nouvelle gestionnaire, il y a une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe et la dynamique change. La dynamique se modifie. Et là, mais Marie commence à se sentir un petit peu plus à l'écart. Elle commence à se sentir un petit peu mal à l'aise quand elle retourne, elle s'en va travailler. Elle se sent anxieuse. Et elle n'arrive pas à mettre le doigt. Elle se dit qu'elle est peut-être fatiguée, elle se dit qu'elle est peut-être débordée, elle se dit que, bon, ça lui appartient. À la base, ce sentiment-là, elle se le dépose sur ses épaules, comme toutes les victimes de harcèlement en milieu de travail. Et là, ben, arrivent les petits commentaires, comme Mon Dieu, t'es tellement sensible. Mon Dieu, des petits commentaires qui sont malveillants, mais parfois même avec une espèce de contexte de bienveillance. T'es sensible, hein? Faudrait peut-être que tu prennes soin de toi. Est-ce que t'es fatigué? Donc, on sème un petit peu le doute sur la capacité de la personne. Et là, bien évidemment, la confiance en elle en est un petit peu affectée, mais tranquillement. Tout ça se fait de façon vraiment, vraiment insidieuse. Et là, ben, euh, on arrive dans une réunion, on arrive dans une rencontre, une discussion clinique, dans une situation. Et là, ben, Marie, elle vit des soupers, elle vit des regards exaspérés. On l'interrompt, on fait sentir que son opinion n'est pas vraiment pertinente ou intéressante. Euh, et là, ben, le doute commence à s'installer sur son professionnalisme, sur ses compétences et même sur sa personnalité. Est-ce que je suis aimable? Est-ce que je suis appréciée? Est-ce que je suis à la bonne place dans ce milieu de travail-là? Et là, ça fait 7 ans, 8 ans qu'elle est là, Marie. Tout se passe bien, mais de fil en aiguille, de jour en jour, la confiance est affectée. Et là, elle commence à mal dormir, elle commence à mal manger, elle commence à avoir des petits soucis. Euh, Commence tranquillement à se dire, ben peut-être que c'est moi qui va pas bien au final. Peut-être que je fais une dépression. Peut-être que je suis trop anxieuse pour mes enfants. Peut-être que. Hein, elle est perfectionniste, Marie, alors elle se pose beaucoup de questions. Et là, elle relit ses courriels. Elle relit ses courriels. Elle relit ses courriels parce qu'elle a peur. Parce qu'à chaque fois qu'elle envoie un courriel, il y a tout de suite quelqu'un qui répond, As-tu pensé à ça? Non, je verrai pas ça comme ça. Il y a toujours une espèce de Voici ce que tu fais qui n'est pas bien, selon les propos de l'autre personne, qui fait vivre du harcèlement. Sauf que Marie, à ce moment-là, c'est elle qu'elle voit. C'est elle, c'est à propos de son propre courriel, de ce qu'elle dit dans son courriel, qu'elle se pose des questions. Donc là, elle commence à se remettre en question et elle s'isole. Et là, ben, sa performance baisse parce qu'effectivement, elle est moins concentrée, elle est moins efficace, elle doute toujours, elle va se valider. Les gens commencent à trouver qu'elle va se valider, commencent à lui refléter qu'elle est peut-être fatiguée. Et bon, ben, son estime descend, elle file pas. Et là, ben, ça commence à avoir un impact aussi. Elle est moins disposée pour ses enfants, elle est moins disponible pour ses amis. Euh, et là, ben, ça se dégrade.
Mais tout ce temps-là, Marie, elle se dit jamais, c'est mon gestionnaire, c'est ma gestionnaire, c'est mon milieu de travail qui est toxique. Marie, elle se dit, je vais pas bien, je dois être épuisée, tout cela m'appartient. Alors, voyez-vous à quel point c'est grave ce qui se passe parce qu'au final, c'est le climat toxique qui amène Marie à se sentir dans cet état-là. Et là, si Marie consulte pas ou Marie consulte avec cette espèce de fausse croyance que c'est elle le problème, ben, elle va pas expliquer tout ce qui se passe comme milieu toxique. Et là, je vous ai donné quelques petits exemples, mais je vous épargne aussi tous les commentaires à caractère sexuel, tous les commentaires dénigrants. Donc, si elle explique pas ça, parce que c'est souvent le cas, parce que se faire harceler en milieu sexuel, en milieu de travail d'une façon sexuelle, ben souvent mes clientes vont se poser des questions. Est-ce que je t'ai habillée adéquatement? Est-ce que j'ai donné un double message? Est-ce que le fait que j'amenais des cafés à tout le monde me démontrait une ouverture? N'oubliez pas là, que la personne va tout le temps se remettre en question. Et c'est souvent des gens très performants qui vont vivre ça. Donc, elle se questionne, elle se questionne. Et là, à un moment donné, elle éclate. Crise d'anxiété, crise de panique. Elle n'a jamais fait ça dans sa voiture avant d'entrer au travail. Et là, elle est juste plus capable d'aller travailler. Elle va y aller souvent et là, la situation va se dégrader parce que, ben, elle doit travailler pour payer ses factures, comme tout le monde, parce qu'elle veut continuer, parce qu'elle n'est pas rendue à s'arrêter de travailler. Bon. Alors, ce genre de situation-là, j'en ai vu énormément, beaucoup trop. Et je tiens à dire aujourd'hui dans ce webinaire que c'est pas un conflit. C'est pas un malentendu. C'est pas quelqu'un qui vous aime pas, qui vous apprécie pas. Une situation dans un milieu toxique, ça s'appelle du harcèlement en milieu de travail. Et c'est inacceptable et personne ne doit vivre ça. Donc, concrètement, les conséquences psychologiques, je vous dirais, elles sont les mêmes, souvent, pour plusieurs. OK? Alors, on va parler d'anxiété. On commence à être hyper vigilante. À même, tu sais, les gens vont dire, j'étais parano un peu. J'avais l'impression que les gens parlaient de moi. J'avais l'impression que mon gestionnaire prenait des décisions. Par exemple, il disait non à un projet parce que c'était moi. Donc, tout est relié à ça. Une hypervigilance qui s'installe. Une peur de mal paraître, de mal faire les choses. Une peur de pas être à la hauteur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anticipation négative. Donc, tous les scénarios négatifs viennent toujours par rapport au travail. Donc, souvent, les gens vont se coucher, souvent le dimanche. Dimanche après-midi, l'anxiété va commencer là, pour ceux qui ont un horaire le classique du lundi au vendredi. Donc, l'anxiété commence à partir du dimanche. Ah, je me sens déprimée, ça file pas, qu'est-ce qui se passe? Puis, c'est très inconscient tout ça parce que les gens auront parfois même pas l'impression que c'est par rapport au travail du lendemain. Les cauchemars vont commencer le dimanche en général parce qu'il y a du travail le lundi. Donc, et là, ben, une dépression s'installe tranquillement. Donc, une perte d'intérêt envers tout. Quelqu'un qui faisait beaucoup de sport, qui faisait beaucoup d'art, qui faisait, tu sais, qui participait à plein d'activités, ben, elle a plus d'intérêt à faire ça. Elle a plus l'énergie. Une fatigue qui s'installe. Et là, tout le temps, tous les gens vont répéter, j'ai même plus d'énergie pour faire ça. J'ai plus d'énergie pour faire ça. Donc, une très grande fatigue s'installe, un sentiment d'échec. Parce que là, ça va plus au travail, mais évidemment, ça va beaucoup moins bien à la maison, dans les relations. La personne a un petit peu plus de misère à prendre soin d'elle dans tous les aspects de sa vie. Donc, elle se continue à diminuer son estime d'elle-même. Alors, les impacts s'accumulent de plus en plus. Et on en vient à un épuisement professionnel, détachement émotionnel, cynisme, baisse d'efficacité. Elle peut même, la personne va souvent aussi se mettre à parler de façon négative, à entrer dans des situations, des discussions négatives parce qu'elle est plus bien, puis elle cherche à se faire valider sans comprendre vraiment ce qui se passe. Euh, En termes de harcèlement de travail, ce que je vois beaucoup aussi, c'est beaucoup de troubles du sommeil. Donc, des insomnies, des réveils nocturnes, énormément de cauchemars. J'avais une cliente ce matin qui est retirée de son milieu de travail depuis 2 ans. La situation avec la sénécité est terminée et elle fait encore des cauchemars. Ce matin, elle m'a dit, c'est une mauvaise semaine, j'ai fait beaucoup, beaucoup de cauchemars. Alors, ça va rester Pour quelque chose. conclure, Pour conclure, oui. OK. Donc, je vais juste terminer avec les signaux d'alerte à reconnaître. Il va y avoir un isolement progressif, une dévalorisation répétée, un contrôle excessif, une incohérence dans les attentes, des atteintes à la dignité. Donc, si dans votre milieu de travail, vous ressentez que vous n'êtes pas respecté, parlez-en. Parlez-en à quelqu'un de confiance, parlez-en
une collègue ou un collègue de travail en qui vous avez confiance. Parlez-en à vos proches, parlez-en aux ressources humaines, mais allez valider ce que vous vivez. C'est très, très important. Donc voilà, merci. Merci beaucoup Marie-Hélène Délé, mais vous allez rester avec nous puisque là on va entrer dans un segment. Sylvestre a ça à présenter un peu, il a défini harcèlement, discrimination, microagression, ainsi de suite. Puis vous êtes venu vraiment avec des cas concrets, notamment de harcèlement. Donc là, je voudrais que tous les deux, vous nous présentiez un peu comment on fait pour prévenir ce genre de choses. Et bon, là, vous avez un peu amorcé cela. Comment, puisqu'on est obligé, quand on est victime de cela, de mettre en place des stratégies pour pouvoir éviter cela. Donc, voilà, vous avez un petit 10 minutes tous les deux pour nous, ouais, je dirais quoi, prévention et puis stratégie d'adaptation. Merci. Je vais prendre la parole en premier, suivra avec Marie-Hélène. Et je vais essayer d'être moins long parce que dans nos propos différents, oui, on abordait déjà de façon indirecte les stratégies de prévention déjà du harcèlement. On parlait d'aller chercher de l'aide et de ne pas se refermer sur soi. Donc, la prévention du harcèlement et de la discrimination en milieu de travail repose avant tout sur la promotion d'une culture de respect, d'inclusion et d'équité. Il est essentiel que tous les membres d'une organisation adoptent des comportements respectueux et reconnaissent la valeur de la diversité, surtout dans une société marquée par une pluridiversité. Depuis les 20 dernières années, le visage de la société québécoise a fondamentalement changé, où on a vu beaucoup de diversité. Et cela doit être quelque chose qui doit s'inscrire dans l'agenda des organisations, des employés, des employeurs et de toute institution qui accueille en son sein des travailleurs issus de diverses horizons. La sensibilisation et la formation des employés et des gestionnaires permettent de mieux comprendre les différentes formes de harcèlement et de discrimination, de préjugés, de microagressions, ainsi que leurs conséquences sur les individus et le climat de travail. Ça, pour moi, et Madame Diop l'a dit un peu en prélude et en expliquant un peu qu'est-ce que la ville de Montréal avait mis sur pied. Malheureusement, dans beaucoup d'organisations encore, c'est très difficile. Des gens n'ont même pas encore d'éthique qui parle du harcèlement. Et bon, déjà dans le milieu de la santé, quand vous signez votre contrat, on va vous remettre une petite pochette et avec un document qui parle toujours du programme d'aide aux employés, de la prévention du harcèlement, de vos droits et devoirs en tant que travailleur. Mais combien de personnes prennent le temps de regarder ce document? Parfois, on est tellement enthousiaste, on a eu notre contrat, on rentre dans une institution, mais on ne prend même pas le temps d'aller regarder qu'est-ce qui se dit. Et le lendemain, quand vous entrez, on vous met à travailler en binôme dans un même bureau avec une collègue. Et puis, c'est là où les premiers signes commencent. Pourtant, vous avez dans votre pochette de recruter des documents qui parlent du harcèlement, de la discrimination. Prenez le temps de lire. Les organisations doivent également mettre en place des politiques claires définissant les comportements inacceptables, les mécanismes de signalement et les procédures d'enquête. On parlait tantôt, Madame Diop parlait de l'enquête, des programmes de nos employés, des numéros qu'on doit mettre à la disposition en disant, par exemple, si vous êtes victime d'une situation d'injustice ou bien de harcèlement, de discrimination, appelez ce numéro de façon confidentielle. Toute situation signalée doit être prise au sérieux et faire l'objet d'une intervention rapide, impartiale et confidentielle. Les personnes touchées doivent pouvoir compter sur un soutien adéquat, notamment par l'accès à des ressources psychosociales ou à des programmes d'aide aux employés. Il y a aussi, beaucoup de gens ne le savent pas, et je pense que notre ami Maître Hervé Ndedi-Penda en parlera tantôt, comment on dit ça, du syndicat, du rôle des syndicats. Généralement, beaucoup de gens ne savent pas, quand ils ont un emploi syndiqué, que lorsqu'ils sont vécus une situation, leur premier vis-à-vis, c'est d'abord leur syndicat. Combien de personnes le savent? Combien de personnes le savent? Combien vont demander à leur représentant syndical, je suis victime d'un phénomène, est-ce que vous pouvez m'aider? On continue à souffrir en silence jusqu'au jour où, malheureusement, on va on va quitter notre emploi. Pourtant, dans le contrat, la plupart des organisations, surtout dans la fonction publique fédérale, provinciale ou des grosses organisations,
pour ne pas, je ne veux pas citer pour ne pas faire des publicités, il y a quand même si on ne l'applique pas toujours, il y a un document écrit quelque part qui va donner des informations sur le harcèlement et la discrimination au travail. Quand vous entrez dans un bureau, par exemple, vous allez voir marqué sur une affiche, le harcèlement est interdit dans ce milieu. Ce milieu est exempt de harcèlement. On le voit de plus en plus. Mais combien de personnes prennent conscience de ces enjeux-là? Et beaucoup de personnes, comme l'a dit Marie-Hélène, pensent que c'est normal, ils s'auto-invalident. Pourtant, ce qu'ils vivent proviennent d'une source externe. En deuxième lieu, outils pour les employés et les gestionnaires. Lors de la signature du contrat de tout nouvel employé dans une organisation, ce dernier doit être informé des politiques en vigueur au sein de l'entreprise visant à lutter contre le harcèlement et la discrimination. Ces mesures existent dans la plupart des organisations au Québec, qu'il s'agit d'emplois syndiqués ou non. La nouvelle recrue devrait être informée des dispositions à prendre en cas de harcèlement et ou de discrimination. Enfin, les gestionnaires et les dirigeants ont la responsabilité de montrer l'exemple en favorisant un environnement de travail sain, sécuritaire et inclusif. Ça me permet de faire un petit commentaire que j'ai souvent entendu chez mes clients dans certains milieux, particulièrement le milieu de la santé. Je ne sais pas pourquoi, mais il semblerait que c'est un milieu très, très, très difficile où les gestionnaires ont littéralement un pouvoir de mort, de vie et de mort, ou de carrière, d'évolution de la carrière ou non sur les travailleurs. Qu'on soit préposé aux bénéficiaires, infirmière ou tout autre personnel soignant. Donc, je continue. En encourageant le dialogue, la collaboration et le respect mutuel, les organisations contribuent à prévenir les situations de harcèlement ou de discrimination, tout en favorisant le bien-être psychologique, la mobilisation et la performance de leurs employés. Voilà de façon globale les bonnes pratiques qui devraient être mises en place. Et je laisserai la parole, Marie-Hélène doit prendre la suite. Et voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Je pense que Sylvestre en a dit beaucoup et je pense aussi que notre collègue, Maître Hervé, va pouvoir compléter. Je vais lui laisser le plus de temps possible. Je veux juste terminer en vous disant de nommer ce qui se passe. Mettre des mots, c'est se redonner du pouvoir. Mettre des mots, c'est être capable de voir, de prendre du recul, d'avoir quelqu'un pour nous valider et ne serait-ce que quelqu'un pour nous entendre. Donc, parlez, mettez des mots sur ce que vous vivez, cherchez du soutien. Ça peut être des collègues, mais ça peut être aussi des professionnels. Donc, je répéterai pas tout ce qu'on a dit, mais n'hésitez jamais à aller chercher du soutien. Ne restez pas seul parce que l'isolement, malheureusement, c'est un terrain fertile pour le harcèlement parce que on met jamais de limite puis ça continue et les gens vont pouvoir en bénéficier. Donc, ne restez pas seul, allez chercher de l'aide. C'est la seule chose que je rajouterais parce que Sylvestre a été très complet. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci beaucoup, Sylvestre. On a donc vu définition, c'est quoi la discrimination, le harcèlement, les microagressions. Comment est-ce qu'on peut s'adapter? Comment est-ce qu'on peut... Oui, voilà, quelles sont les différentes solutions et tout. Et on peut aller chercher de l'aide. Maintenant, il y a, bah, si on va aller plus loin, on est j'ai envie de dire qu'on est plus ou moins victime. Quels sont les recours? J'ai entendu le mot syndicat. On reste toujours en interne. Si on veut aller plus loin, ben là, on se tourne vers quoi? Vers les tribunaux. Et c'est donc là qu'intervient Maître Ndedi Penda pour nous parler un peu des différents recours juridiques et puis des droits des travailleurs. On vous écoute, Maître. Oui, oui, merci Cyril. Alors, je vais aller rapidement, mais surtout, je souhaiterais qu'il y ait un temps d'échange avec les participants, des questions et tout. Donc, l'objectif de ce webinaire pour nous, c'est que vous soyez capable d'identifier la situation de harcèlement ou de discrimination. Là, Sylvestre a déjà, je pense, de manière assez excellente, développé la différence fondamentale entre le harcèlement et la discrimination. Je n'y reviendrai pas. On voudrait aussi que vous soyez capable de savoir quels sont les recours qui existent, de connaître aussi, de savoir quelles sont les preuves à conserver, parce que qui dit recours dit preuve, très important, et surtout d'agir rapidement et efficacement. Donc, on va commencer par la protection juridique. La protection juridique, et
Vous savez, ici au Canada, on pense à une protection juridique, il faut d'abord et avant tout se demander, est-ce que mon milieu de travail ou alors mon activité, est-ce que nous sommes dans une activité de compétence provinciale ou de compétence fédérale? Alors, il faut toujours voir faire le distinguo. Ça peut être pas très clair pour certains parce qu'effectivement, il y a des zones qui peuvent être grises, donc vous consultez un avocat pour savoir quelle est la protection juridique. Est-ce qu'on est du domaine du Canada ou du Québec? Alors, je vais commencer par parler du Québec. Au Québec, nous avons donc la Charte des droits et libertés de la personne. Sylvestre a cité tantôt cette charte, effectivement, en parlant des 14 points, des points en fait qui font l'objet de discrimination. Et ça, c'est donc l'article 10 de la charte. Alors, je ne reviendrai pas sur tous ces points, Sylvestre en a parlé déjà. Ensuite, au Québec, nous avons la loi sur les normes du travail. Là également, la loi sur les normes du travail, principalement, c'est l'article 81-18 qui donne à peu près donc ce qu'on entend par harcèlement. Sylvestre aussi en a parlé tantôt, je n'y reviendrai pas, mais vous avez la base légale, c'est ça, c'est la loi sur les normes du travail. Il y a également d'autres dispositions là-dessus, toujours la même loi qui vise donc les salariés. Par contre, je voudrais attirer votre attention, il peut avoir ce qu'on appelle des consultants dans un milieu de travail. Ce sont des travailleurs autonomes. Ils sont consultants, ils ont un contrat avec une organisation et la loi sur les normes de travail, malheureusement, ne s'applique pas aux consultants. Donc, si vous êtes un consultant, il faudrait chercher une autre source de protection juridique. Et je le dis, euh, lorsque vous signez votre contrat de consultant, il serait bon d'insérer une clause, ça peut être au préambule, une clause qui dit que les parties s'engagent à respecter toutes les lois en vigueur en matière de harcèlement et discrimination au Québec. Vous mettez ça dans une clause au préambule et bien évidemment après vous dites le préambule fait partie intégrante n'est-ce pas, de contrat en lui-même. Donc ça c'est très important pour ceux qui sont travailleurs autonomes. Au niveau du Québec, bien évidemment, la source, c'est toujours aussi le Code civil du Québec qui couvre, c'est un peu ce qu'on appelle le droit commun, hein, le droit commun des contrats. De façon générale, c'est le Code civil qui est plus général. On a souvent recours à ça aussi. Ça vient compléter les dispositions qui sont plus spéciales comme la loi sur les normes du travail. Nous avons également la loi sur la santé et la sécurité du travail qui s'applique aussi. Et enfin, nous avons les conventions collectives. Ça, c'est très important. Pour ceux qui sont dans un milieu syndiqué, le premier réflexe, c'est d'abord dire que dit la convention collective. Toutes les conventions collectives ont toujours des clauses, des dispositions par rapport au harcèlement. Et donc, c'est d'agir dans le cadre des conventions, de la convention collective, c'est la première chose. Et si vous voulez déposer un grief, par exemple, et vous avez l'impression que le syndicat ne vous aide pas, le syndicat il y a comme une sorte de complaisance où parfois on a l'impression en tant que salarié qui a comme une, pas une entente, mais bon, disons que l'employeur et le syndicat, ils, euh, ils s'arrangent souvent d'une certaine façon à ce que certains griefs ne soient pas mis de l'avant. Alors, dans ce cas, sachez que vous pouvez prendre un avocat qui, lui, vient à ce moment regarder comment le syndicat s'est comporté. Est-ce que le syndicat agit en protégeant le syndiqué? Si ce n'est pas le cas, vous avez à ce moment un recours contre ce syndicat. Ce qui veut dire que si la situation de harcèlement, effectivement, il y a des délais pour agir, mettons que vous êtes hors délai parce que le syndicat a pris tout son temps et donc vous ne pouvez plus agir dans ce cadre-là. Vous avez donc toujours un recours contre le syndicat et croyez-moi, c'est assez efficace, hein. Le syndicat sera donc responsable du dommage que vous avez subi. Donc ça, c'est pour le volet provincial au Québec. Au Canada, vous savez, quand je parlais des domaines de compétences, quand vous travaillez pour une banque, pour des télécoms, pour le transport, des activités ayant lié au transport aérien ou ferroviaire, fonction publique fédérale, cela va de soi, c'est donc les règles du Canada qui s'appliquent. Et au Canada, on a le Code canadien du travail, principalement, c'est l'article 122 de ce code. Cet article reprend plus ou moins notre article 10 hein, de la charte québécoise là qui parle effectivement des différents points, article 10 de la Charte québécoise, les différents points de discrimination. On a également la loi canadienne sur le droit des personnes qui s'applique, le droit de la personne qui s'applique, et puis il y a divers règlements.
Donc, au Canada, ce qu'il faut retenir, c'est que la protection qui est offerte au Québec, on a plus ou moins, toute proportion gardée, la même protection au niveau du Canada. Donc, alors, les obligations de l'employeur. L'employeur doit prévenir le harcèlement. Il doit faire tout ce qui est à son possible afin de prévenir le harcèlement. Il doit faire également une enquête lorsqu'il y a une plainte. Une plainte est déposée, il doit faire une enquête. Et ça, bien avant même qu'on avait le syndicat. Il doit faire une enquête si on est syndiqué. L'employeur doit faire une enquête. Il faut faire cesser toute situation problématique. Ensuite, protéger la santé psychologique des travailleurs. Donc ça, ce sont les dispositions en fait qu'on trouve dans la loi sur la santé et sécurité du travail. Mais maintenant, je veux qu'on aille dans des cas pratiques. On va essayer de rapidement. euh, alors, ce qu'il faut retenir au niveau du harcèlement principalement, Sylvestre en a parlé, mais je répète encore ça, c'est très important. Les 5 points. Les 5 points pour savoir si on est vraiment dans un cas de harcèlement. On a un comportement vexatoire. Il faut que ce comportement soit répété. Ou alors, dans certains cas, ça peut ne pas être répété, mais il faudrait que l'événement soit vraiment grave. Alors, mais sinon, en général, il faudrait que ce soit répété. Il faudrait que ce soit non désiré, c'est le troisième point, et il faudrait qu'il y ait une atteinte à la dignité ou à l'intégrité. Et le cinquième point, le milieu de travail doit donc devenir néfaste pour le travailleur. Donc ça, ce sont les 5 points. Maintenant, on va prendre un cas pratique. Alors, Madame A reçoit régulièrement des courriels humiliants de son superviseur, en lui disant, tu es incompétente, tu ne comprends jamais rien, je regrette de t'avoir embauché. Et l'employeur le fait devant l'équipe, les membres de l'équipe. Donc, il y a une critique devant toute l'équipe, ou à tout le moins une bonne partie des membres de l'équipe. Alors, il me semble que c'est une évidence, mais c'est toujours bon de le dire, on est vraiment en présence d'un cas de harcèlement psychologique. Ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est prendre la définition de l'article 81-18, donc à savoir les 5 points. Chaque fois que vous faites face à une situation, vous vous dites, est-ce que qu'on est dans un cas de comportement vexatoire? Est-ce que c'est répété? Est-ce que c'est non désiré? Est-ce que ma dignité en prend un coup? Et est-ce que le milieu de travail devient toxique? Si c'est oui, vous avez fait ce qu'on appelle une qualification juridique. C'est du harcèlement. Vous pouvez donc nommer ce que c'est. Et le droit le reconnaît. Alors, euh, maintenant, prenons notre cas, un employeur qui vous dit, je vais vous évaluer, et il critique sévèrement votre travail lors d'une évaluation, sévèrement. Alors, est-ce que c'est du harcèlement? Pas nécessairement. L'employeur a toujours ce qu'on appelle un pouvoir de gestion et de discipline. Toujours un pouvoir de gestion et de discipline. Et donc, dans le cas de son pouvoir de gestion et de discipline, il peut donc effectivement qu'il parle de manière sévère. Mais il faut toujours que ce soit raisonnable, dans un cadre sans abus. Il faut qu'il y ait de la bonne foi, toujours. Alors, donc ça, c'est pour ce deuxième cas pratique. On va parler d'un autre cas pratique. Euh, un employé qui est qualifié et qui est refusé pour une promotion. Le gestionnaire affirme, vous savez, nos clients préfèrent quelqu'un qui a l'air plus canadien. Vous voyez, là, ça pose un problème. Alors, c'est manifestement un cas de discrimination. Une discrimination, vous voyez, à l'article 10, on parle des cas de l'origine ethnique. Voilà, donc voilà, ça rentre dans un des cas prévus à l'article 10. Et je vous donnerai d'ailleurs une situation que moi-même j'ai vécue il y a plus de 14 ans de cela, quand j'étais encore à la recherche d'un stage d'avocat. Et alors, lors de l'entretien d'embauche, le responsable il me demande quelle est l'activité sportive que je pratique. Alors, je lui dis que moi, c'est le soccer. J'aime le soccer, je joue au soccer. Il dit, ah ouais, vous autres Africains, vous jouez juste au soccer. Nous, dans notre cabinet, on joue au golf. Ouais. Alors, ça, manifestement, c'est un cas de discrimination. À l'époque, j'aurais pu rester en justice par rapport à ça, mais évidemment, bon, je me disais, c'est un milieu très fermé que le milieu des avocats. Je voulais pas me fermer des portes, voilà. Ouais, donc, il faut identifier ça, et dès que c'est fait, n'hésitez pas. C'est une discrimination qui est fondée donc sur l'origine ethnique ou nationale et autres. Donc, c'est une discrimination interdite. Dernier cas pratique, une employée revient d'un congé de maternité, on lui retire plusieurs responsabilités importantes. On lui dit qu'il s'agit d'une réorganisation. Alors, est-ce que elle peut s'interroger, savoir si c'est une discrimination? Ça dépend. Il faudrait d'autres faits, il faut examiner tout ça. Mais une chose est certaine, c'est que
la discrimination fondée sur la grossesse ou la situation familiale peut être envisageable. Il faut qu'on regarde, pour vraiment agir très très vite, prendre un avocat, et agir vite. Alors, euh, que faire lorsqu'on est victime? Évidemment, pour agir, il faut documenter. C'est très important de documenter. Documenter, c'est quoi? Il faut conserver les courriels. Il faut conserver les courriels, il faut conserver les textos. Il faut conserver les captures d'écran, les évaluations, les notes personnelles, il faut les dater. Il faut le nom des témoins. Il arrive la situation, vous devez bien noter, oh, telle chose s'est passée aujourd'hui, j'étais en présence de Mathieu, Gabriel, voilà, Samuel, voilà. Et ça va vous aider dans le cadre de la preuve. Une fois que c'est documenté, c'est l'étape 1, documenter. Étape 2, il faut signaler. Signaler au supérieur immédiat. Vous signalez l'événement et puis aux ressources humaines. Et cela dit, même au syndicat, même si pour l'instant vous ne déposez pas, vous ne voulez pas déposer un grief tout de suite, mais il faudrait quand même le signaler aussi au syndicat. Comme ça, le syndicat s'assurera que le supérieur immédiat agisse rapidement. Il y a aussi des politiques internes de l'entreprise, donc vous allez voir tout ça. Donc il faut signaler. Dès que cela est fait, il faut quand même consulter rapidement. Moi, je dirais, euh, n'a- n'attendez pas que l'employeur prenne tout son temps. Non, consultez. Consultez un avocat. Également, ce serait la meilleure chose. Vous savez, il y a aussi le CNESST qui a quand même une ligne téléphonique qui pourrait vous donner de l'information juridique. La Commission des droits de la personne aussi, vous consultez. Au moins, vous avoir de l'information. Alors, on va aller le temps file, les recours disponibles. Les recours disponibles. Écoutez, la plainte pour harcèlement psychologique, évidemment, une fois que vous avez documenté, vous avez tous les éléments ayant trait à cet événement, ben, vous saisissez donc vous saisissez la CNESST afin de la commission, afin de déposer une plainte de manière formelle. Ça, c'est si évidemment vous n'êtes pas syndiqué. Si vous êtes syndiqué, c'est d'abord avec le syndicat le syndicat. Alors, pour ceux qui ne sont pas syndiqués, ils vont donc saisir directement donc, la commission, donc la CNSST par rapport à ça. Vous avez un délai de 2 ans. 2 ans suivant la dernière manifestation de harcèlement. Mais je vous dis, je répète encore, n'attendez pas. Pour moi, je trouve que 3 mois, ça devient long. 3 mois, parce que plus vous attendez, plus les preuves deviennent, c'est un peu compliqué, ça devient évanescent à retrouver et tout ça. Et donc, agissez très, très vite. Alors, la commission, en fait, vous avez la possibilité d'être réintégré si c'est ce que vous voulez. La réintégration, il y a des dommages moraux, des dommages punitifs, remboursement de salaire perdu. Ça, ce sont les droits, ce sont les recours, les corrections, si on veut, les remèdes que le tribunal donc pourra donc donner par rapport à cette situation. Ça, c'est pour le harcèlement psychologique. Vous avez également un recours pour discrimination. Ça, c'est la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Là également, la commission va faire une enquête, il y a une médiation et ensuite il y a une poursuite devant le tribunal des droits de la personne. Et sachez qu'il y a des situations qui peuvent être à la fois harcèlement psychologique et discrimination. Donc il y a des situations où il y a comme une fusion, les deux textes peuvent s'appliquer. Oh, ouais. Donc, alors, je vais vous donner deux jurisprudences avant qu'on ne passe aux questions ou autres interventions. Alors, je vous parle ici d'un cas qui est arrivé en 2018. Euh, c'est l'affaire Douglas contre les aliments Multibar Inc. Lors d'une entrevue d'embauche, le plaignant, qui était originaire d'Algérie, s'est fait poser une question qui visait à connaître son origine ethnique ou nationale. Un petit peu comme quelle est l'origine de votre nom et de quel pays venez-vous? Ou alors quelle est l'origine de votre accent? Suite à la plainte déposée par M. Kerdougli, le plaignant donc a reçu 5 000 $ en dommages moraux et 1 000 $ en dommages punitifs. Vous voyez que la commission n'hésite pas. Lorsque vous avez documenté, ben, c'est sûr que vous aurez une compensation. Je donne un dernier cas. Alors, il s'agit là, ça, c'est la commission des droits au niveau de la discrimination. Alors que la plaignante, une femme dite noire, participe à un souper d'équipe avec ses collègues, sa direction répète devant tout le monde une blague raciste tenue par un client. Alors, vivant un malaise, la plaignante ne participe plus à la conversation. Elle s'éloigne un petit peu. Elle décide donc de saisir la commission. Non, dans les jours suivants, la directrice reproche à la plaignante. Elle reproche à la plaignante d'avoir pris la blague raciste trop personnellement. Elle juge sa réaction inacceptable et elle congédie en plus la plaignante.
Donc, la plaignante a donc saisi la commission et la commission a octroyé donc à madame 10 000 $ en dommages moraux. Donc, vous voyez que la commission n'hésite pas à protéger, donc à vous remettre dans vos droits par une compensation quand même importante. En conclusion, il y a 5 réflexes essentiels qu'il faudrait toujours garder. Un, il faut reconnaître les signes de harcèlement ou de discrimination. Les reconnaître, vraiment sans. Si vous avez des hésitations, consultez. Vous pouvez consulter un criminologue, consulter un psychologue, consulter un avocat. Faut donc les reconnaître. Ensuite, il faut conserver les preuves immédiatement. Conserver toutes les preuves. Au besoin, il faudra les envoyer sur plusieurs supports technologiques parce qu'évidemment, vous pouvez perdre vos preuves et tout ça. Donc, les envoyer sur plusieurs supports. Ensuite, utiliser les mécanismes internes. D'abord, les mécanismes internes, si je parle du syndicat, ou alors s'il y a une réglementation en matière de harcèlement et discrimination dans l'entreprise, les mécanismes internes. Cela dit, vous pouvez accompagner oui, sur les mécanismes internes d'une consultation à l'externe aussi, bien évidemment, pour toujours être sûr de comment est-ce qu'on évolue. Respecter les délais de recours, très important. Très important. Donc ça, ce sont les réflexes qu'il faut avoir et bien évidemment, je l'ai dit tantôt, consulter les professionnels. Donc, la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que n'ayez pas peur de représailles. La loi vous protège. Vous pouvez demeurer dans l'entreprise. Vous faites valoir les cas de discrimination et harcèlement. L'article 122 de la loi sur le nombre du travail interdit toute représailles de l'employeur. Si l'employeur le fait, ben, il alourdit son cas parce que les dommages seront encore beaucoup plus importants. Donc, le droit québécois ne garantit pas certes un milieu de travail parfait, mais il garantit un milieu de travail respectueux, exempt de harcèlement et de discrimination. Et donc, il offre aux travailleurs des recours efficaces lorsque ces droits sont violés. Cela dit, on est ouvert maintenant pour les questions. Merci Cyril, j'en ai terminé. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup de cette intervention. Je regarde le temps. On a su, je vous remercie déjà, même si c'est pas encore le moment des remerciements, mais je vous remercie vraiment d'avoir suggéré ce moment-là pour qu'on puisse, voilà, permettre aux participantes et participants de participer à ce webinaire, puisque c'est d'abord pour eux. Merci beaucoup, tonton Cyril, comme j'appelle souvent. Je suis Eric Ninette, intervenante communautaire, et je travaille aussi pour une entreprise dans les finances. Le sujet est très intéressant et ma question est la suivante. Parce que, pour le dire, c'est quelque chose souvent de très subtil et on a parlé des baisses de performance. Est-ce qu'en ce moment-là, parce que vous le voulez ou pas, quand ça commence à arriver, vous avez peur des représailles, le climat n'est plus pareil. Est-ce que dans ce cas-là, lorsque vous décidez de partir, est-ce que vous pouvez intenter une action? Ça, c'est la première question. Maintenant, c'est sûr que quand il y a des baisses de performance, ils vont commencer... quand je dis c'est subtil, on vous donne l'impression de vous aider, on vous harcèle. Si par exemple, vous faites des rencontres au mois, dans votre cas, ce sera aux 3 jours, 4 jours, vous sentez une pression, vous doutez de vous et vous commencez à perdre vos forces. Mais devant vos gestionnaires, ils donnent toujours l'impression qu'ils sont en train de vous aider. Parfois, ils vont à vous dire, si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, quel est le plan B pour un poste que tu occupes peut-être depuis 5 ans, tu fais les mêmes choses, tu te poses la question, ben, qu'est-ce qui n'a pas marché? Au point où, parce que je l'ai vécu, au point où tu te dis, ben, est-ce que l'ancien gestionnaire ne faisait pas bien le travail? Tu es comme mélangé. Tu ne sais vraiment pas quoi faire. Maintenant, quand c'est comme ça, est-ce que tu laisses, parce qu'ils te disent que oui, si ça ne s'améliore pas, ça va aller vers un avis verbal, écrit, après ce sera le congédiement. Tu sens que tu perds tes forces, tu n'es plus motivé, oui, tu ne donnes plus le résultat parce qu'il y a une pression derrière. Dans ce cas-là, comment est-ce que tu te comportes? Ça, c'est la deuxième question. Merci. Merci, Net. Elle a posé la question, je m'y attendais parce que je vous ai écouté les uns les autres, puis je savais qu'on allait y arriver. Il y a les textes, il y a tout ce qui est écrit,
et puis il y a la réalité du terrain. Donc, il y a deux aspects. Il y a le volet juridique. Est-ce qu'on sait qu'on part? Est-ce qu'on peut engager des représailles? Ça, peut-être qu'on va le prendre en second volet. Mais le comportement, pendant qu'on est encore en milieu de travail, la pression. Alors, cette question, elle s'adresse, mais vraiment à tous les quatre. Donc, je ne sais pas comment, si tous vous avez envie d'intervenir. Moi, je souhaite que vous interveniez tous parce que chacun a un volet. Mais court, s'il vous plaît. La première question, à mon avis, qu'elle a posée est beaucoup plus juridique. Est-ce qu'on peut Oui, c'est partir et ça, engager des on va la poursuites? réserver Mais je vais la réserver peut-être à Maître Abbé Penda. pour mettre, ouais, pour mettre, Oui, ouais. et le comportement, quoi faire? Ça renvoie un peu à ce qu'on a dit tantôt et ça renvoie un peu à ce sentiment d'impuissance, de peur, de représailles qu'on a toujours entretenu lorsqu'on est victime de harcèlement ou de discrimination. Parfois, on ne sait plus quoi faire. Parce que tu te dis, je veux garder cet emploi, j'ai bataillé fort pour avoir cet emploi. Maintenant, si je fais une démarche, comment est-ce que je veux pouvoir garder mon emploi ou est-ce que finalement ils vont me profiter du fait que j'ai posé un acte, j'ai dénoncé pour me faire des représailles? La première réponse est que non, ils ne pourront pas vous faire des représailles, comme Maître Pendala s'est bien dit. La loi protège encore à ce niveau-là. Mais à mon avis, le comportement renvoie à ce qu'on a dit de ne pas garder le silence. Parce que plus vous donnez le sentiment que vous avez peur de perdre votre emploi, plus les situations de harcèlement et de discrimination s'empirent. Parfois, il suffit de regarder quelqu'un droit dans les yeux et vous lui dites vraiment de façon posée, en retenant toutes vos émotions. Savez-vous que ce que vous me faites, est-ce que vous savez que c'est du harcèlement? Le simple fait, j'ai déjà vu des gens qui ont pris le courage de dire ça, le simple fait de dire ça, parfois ça permet de jeter. C'est comme un ballon vient de s'éclater en plein visage de la personne. Et puis, parfois, la personne, de retour dans son bureau, va analyser et en imaginant tout ce que ça pourrait lui coûter comme représailles, comme plainte, parfois, ça permet un peu de calmer la situation. Je ne veux pas être long. Je pourrais dire le comportement, c'est d'abord, dans un premier temps, d'identifier le problème et de ne pas se taire. Parce que plus Mhm, vous taisez, plus la situation s'empire. mhm. J'en termine. Merci Sylvestre. Marie-Hélène Bellé. Ben, écoutez, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est parlez-en pour vous protéger. Ça fait du bien, on ventile, on se fait valider, mais pour vous protéger. Donc, parlez-en à une collègue en qui vous avez confiance, parlez-en aux ressources humaines si vous avez confiance, mais dénoncez rapidement. Si vous sentez que vous avez une baisse de performance, si vous sentez que vous vous absentez un petit peu plus parce que vous vous sentez pas bien de rentrer travailler, euh, ce serait donner des munitions, en fait. Donc, vous avez le droit de tout faire ça. Vous avez le droit de prendre du recul, de pas bien aller, d'aller chercher de l'aide. Mais dénoncez, parlez-en pour que la situation soit claire pour tout le monde. Donc, si l'employeur ou si les collègues, parce que parfois c'est des collègues, hein, c'est pas nécessairement juste des employeurs, il y a des milieux de travail qui sont très toxiques et ce sont les collègues qui font vivre ça. Donc, de parler de la situation pour pas qu'il y ait seulement les personnes toxiques qui parlent et qui donnent leur version. Donnez votre version à vous pour vous protéger. Mhm, Dès le début d'un questionnement. tout à fait. Euh, Maître, Oui. Eric Net posait la question. Alors là, je vais, le fait peut-être de partir, est-ce que je peux engager des représailles? Oui, avant ça, je voudrais dire, Pardon, engager une action, pas des oui, représailles. oui, avant Excusez-moi. ça, je voudrais dire à la suite des autres copanélistes, oui, il faut en parler, mais parlez-en avec l'idée de documenter. C'est très important. Il faut pas, parce que parfois vous pouvez en parler à un collègue de façon, vous discutez, donc juste par vous parler de ça, et puis après, il n'y a rien qui se fait. Mais moi, je dirais, si vous en parlez, que ce soit à un collègue ou à un superviseur, ensuite, envoyez un courriel pour résumer la conversation que vous avez eue. Hier matin, je te parlais de situation que j'ai vécue avec le collègue Mario, et puis tout ça. Vous documentez. Qui plus est, si c'est avec un superviseur, si vous avez d'abord parlé, vous êtes allé dans le bureau, vous avez échangé oralement, ensuite, documentez, allez dans votre bureau peu après, envoyez un courriel pour résumer votre échange. Il faut, Mhm, parce que c'est ça, malheureusement, si vous n'avez pas de preuves, vous n'irez pas bien loin. Donc, si vous avez, je comprends que vous vivez une situation, voilà, la performance avant était, il y avait rien à redire, les employés étaient satisfaits, et puis maintenant, votre performance chute, et vous vous demandez, mais là, à quoi c'est dû? Si vous consultez, vous vous rendez compte qu'effectivement,
il peut y avoir une situation qui a trait au harcèlement ou à la discrimination, vous documentez. Une fois que vous avez documenté, oui, je reprends votre question directement. Effectivement, le recours, si vous êtes dans les délais, toujours, oui, vous pouvez donc saisir, dépendamment de la situation, le lieu d'emploi dans lequel vous vous trouvez, mais tant qu'on est dans le délai de 2 ans, c'est le maximum. Il ne faut pas aller plus que ça. 2 ans. Alors, si on vous a déjà congédié, ben, alors à ce moment, consultez très vite et puis il y a un recours. Si vous êtes toujours à l'intérieur, oui, également, malgré le fait que vous êtes demeuré employé, vous avez toujours vos recours, vous saisissez donc la juridiction compétente. Mhm. Euh, Est-ce que, Mathilde Diop, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Je vais être très bref parce que nos Oui. experts ont tout dit. J'insiste sur le fait qu'il faut documenter et aussi parler avec des faits. Par exemple, souvent, quand on entend des histoires, par exemple, des gens qui vivent du racisme, c'est de dire, vous êtes des racistes, vous êtes racistes. Il faut documenter, il faut parler avec des faits plutôt que d'être dans l'accusation d'emblée. Ça aide beaucoup dans la discussion aussi et à trouver des solutions. C'est important de documenter et de Mhm. parler avec des faits. Même Tout si à c'est fait. très subtil, hein, on s'entend là-dessus. Oui. OK. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je voudrais, avant que, je sais qu'il y en a qui vont déjà vouloir nous quitter, mais juste vous dire, si vous avez besoin de, pas vous avez, si vous avez, j'imagine que vous en aurez probablement besoin, que ce soit de différentes ressources, de contacts, d'aide juridique, comment dire ça, tout ce qui est soutien psychologique, s'il vous plaît, mettez vos coordonnées, vos adresses courriels dans le chat. SOS Harcèlement Discrimination va vous contacter, vous envoyer la liste des différents lieux de ressources, d'aide juridique, ainsi de suite. C'est sûr qu'on ne pourra pas parler de tout aujourd'hui, mais eux, ils resteront à votre disposition si vous avez besoin de renseignements. Je vois une main levée de Madame Grace Djoufak. Merci beaucoup. J'ai eu vraiment du plaisir à vous suivre. Et c'est vraiment très enrichissant parce que nous autres immigrants qui n'avions pas eu la culture de la plainte, nous sommes parfois coincés et puis on en prend trop sur nous. Et on a beau nous dire, écoutez, il faut parler des faits, il faut nous documenter. Ça reste toujours confus pour nous autres. C'est confus vraiment. Et je l'ai appris à mes dépens parce que ce que moi j'ai vu certains collègues faire, c'est qu'ils avaient toujours comme un cahier où ils écrivaient. J'étais curieuse de savoir toute action, toute intervention, ils notaient. Un peu comme quelqu'un qui attend les problèmes. Mais ça, ce n'est pas notre culture à nous. Nous sommes comme, on y va, allez, nous aimons le choc, nous aimons l'affrontement. Et ici, par exemple, on parle dans le dos, on n'affronte pas. On est toujours comme, on essaye comme de réunir le plus de choses. Et ça, je ne sais pas comment nous allons faire pour adopter cette culture-là. Moi, j'essaye, mais j'ai des feuilles où j'ai commencé aussi à écrire, mais je les perds. C'est comme, je ne suis pas comme disciplinée. C'est comme si, quand chacun aujourd'hui est dans son milieu de travail, il attend les problèmes. Rien ne passe. Aujourd'hui, à 8 heures, telle chose s'est passée comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, quand vous vous retrouvez donc en face, quand vous voulez porter plainte comme ça, il y a vraiment de la documentation. Et c'est là où nous avons souvent même raison, mais nous n'avons même pas les mots justes. On n'arrive même pas à exprimer notre Exprimer ressenti. ce que La colère prend le dessus. Donc moi, je pense que la première chose que vous deviez d'abord faire, c'est peut-être nous enseigner comment, c'est-à-dire de nous dire, les problèmes, ça va arriver. Enseignez-nous comment est-ce que nous allons, c'est-à-dire, comme on disait, des gens qui marchent avec le timbre, là, qui savent qu'à tout moment, là, il faut qu'ils collent et puis ils portent plainte. Là. OK, merci. Je ne sais pas comment on peut faire pour vraiment nous encourager à nous protéger comme ça. À aller plus loin. Merci beaucoup, Madame Djoufak. Je vois votre nom de ma connaissance. Je pense qu'on vient à peu près du même coin. Donc, je ne suis pas sûr que nous aimons l'affrontement, mais disons que, bon, nous, c'est la culture dans laquelle on est confronté, on donne toujours une réponse. Mais par contre, le point qu'elle vient de lever est très important parce que
c'est là que rentre l'interculturalité, c'est cette confrontation de culture-là. Elle l'a bien exprimé. On est dans des milieux, des gens viennent de pays où, dans le milieu de travail, ben, il y a le supérieur qui a tendance parfois à crier. Ben, on le prend comme le supérieur à crier. Et on arrive ici où ça n'est pas le cas. Il faut documenter. Et justement, cette documentation, d'ailleurs, ça vous met une pression là. Je pense que ce type de webinaire là, vous devrez en faire peut-être une ou deux fois par mois là, au point où on va, parce qu'on voit encore à quel point il est difficile pour justement des néo-québécois aujourd'hui de se dire, OK, il s'est passé telle chose, je vais prendre mon ordinateur. Comment on rattrape cela face à des gens qui sont plutôt des adultes, qui arrivent adultes, parce que les plus jeunes encore, peut-être, ils grandissent ici, ils comprennent. Comment on fait pour rattraper cela? Je vous pose la question en vrac. Sylvestre. Oui, et c'est une question que je ne sais pas si j'ai la réponse, mais je pense que c'est une culture qu'il va falloir développer. Tu l'as si bien dit, hein, les enfants arrivés ici en bas âge ou nés ici n'auront pas de la difficulté à faire face à la réalité. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit travailler dessus, s'informer, regarder les médias et ne pas avoir peur de, de se lancer. Je ne sais pas si je reprends la question, mais je pense que c'est un travail de longue haleine et qu'on doit pouvoir être en mesure de s'informer, de s'éduquer et de participer des ateliers comme ceci. Tout à Merci. fait. Mm. Non, non, c'est important. Marie-Hélène? Je vais me faire l'avocat du diable ce midi, peut-être pour la fin, mais en tant que Québécoise de souche, je peux vous dire que je savais pas plus. Puis que quand j'ai été moi-même confrontée à certaines situations, je savais pas plus où est-ce que j'en étais, je savais pas plus à quelle porte frapper. Donc, je pense que c'est dans notre société actuellement. Je pense qu'on s'y est pas attaqué dans le passé et que on les connaît pas assez bien, ces outils-là, d'une façon au niveau de la Général. société en Pareil. général. Mhm, Oui, vraiment. mhm. Oui, je Maître pourrais juste Hervé? ajouter un mot en disant qu'il est de notre responsabilité, lorsque je parle particulièrement à Madame Dioufak, lorsqu'on immigre, de savoir quels sont les, même si Marie-Hélène dit que en tant que Québécoise de souche, elle ne sait pas non plus, mais néanmoins, savoir quels sont les codes de la société, comment est-ce qu'on réagit. On est dans une société où on fait valoir ses droits. Et donc, moi, je me suis rendu compte que les populations immigrantes en général vont plutôt avoir de l'information dans la communauté, au lieu de se rapprocher des professionnels. Il faut se rapprocher, il faut avoir une culture de vous rapprocher des professionnels. Bien sûr, ça va vous coûter un petit peu une consultation, 200 $ autour de là. Mais néanmoins, ça vous donnera l'heure juste. Oui, voilà, c'est comme ça. Mhm. Euh, je me tourne vers Mathilde Diop parce que Mathilde Diop, vous êtes à la ville de Montréal, donc on est dans la fonction, la fonction publique. À ma connaissance, je sais que vous avez un mode particulier, par exemple, pour les plaintes, ça suit un circuit particulier, ce qui est différent dans les compagnies privées. Mais est-ce que vous avez dit par contre une autre chose, c'est il faut documenter tout le temps. Est-ce que c'est la même chose que vous dites à Madame Dioufak? Oui, ben, c'est très pertinent ce qu'elle pose comme question, Madame Dufak. Oui, j'irai dans le même sens. Il faut documenter, il faut parler avec des faits aussi. Tu sais, je comprends des fois, c'est fatigant quand rien ne se passe. On n'a pas besoin de documenter parce qu'on vit notre vie au travail, tout va bien. Mais quand il y a des signaux qui nous montrent que ça va pas, ou on sent que l'autre est en train de documenter, ou peut-être chercher quelque chose pour monter un dossier, ben, c'est très important aussi que vous documentez de votre côté aussi. Et quand, comme Monsieur Assal l'a nommé, des fois, il faut, Madame Bellé l'a dit aussi, il faut s'exprimer. Des fois, c'est bien d'aller voir la personne, de parler. C'est pas toujours facile, mais quand on parle, c'est important de parler avec des faits. À la ville, des fois, ce que je vois aussi, c'est que des personnes qui vivent des discriminations, des fois, on a du mal. Oui, des fois, c'est très sournois, on s'entend là-dessus, mais on a du mal à nommer des faits concrets, des faits. Parce qu'en fait, quand il y a une enquête, mais monsieur Penda peut-être nous le dira aussi, mais ça prend des faits pour faire une enquête. Tu sais, on ne peut pas juste dire, ah, oh, c'est raciste, je sens que mon gestionnaire est raciste, le service est raciste.
ça prend de documenter, de noter, comme ça a été dit, pour pouvoir faire une plainte. Même si des fois, quand on vit des actions, il faut le nommer, parce que des fois, on est capable de l'entendre, de le voir et d'agir aussi sur le racisme. Elle disait tantôt, un gestionnaire où il y a une fois par mois, puis il y a un qui arrive, c'est autre. Est-ce que tout de suite, elle prend son petit et note, OK, nouveau gestionnaire, on est de 1 mois à 3 jours. Aujourd'hui, il m'a dit bon. Le lendemain, il m'a pas dit bonjour. Est-ce que je prends je note, aujourd'hui, il m'a pas dit bonjour. Est-ce que cette culture, ce que vous disiez, il faut noter, il faut documenter, que quelque part, au bout d'un moment, ce n'est pas suspect? Oui, il faut documenter. Généralement, documenter renvoie à identifier qu'est-ce qui est considéré comme harcèlement ou discrimination et non, et le noter. Il ne suffit pas que quelqu'un, peut-être, je donne un exemple banal, quelqu'un dit, bon, voilà, vous allez faire une évaluation de performance, ça fait 2 ans que vous êtes là, et que vous documentez ça. Non. Dans les conventions collectives, l'employeur peut demander une évaluation. Mais si des gestes sont posés de façon répétitive et que vous sentez que ça devient une situation peut-être qui ressemble à harcèlement, en ce moment-là, s'il y a un témoin, par exemple, des remarques désobligeantes, par exemple, il faut les documenter. S'il y a un témoin, vous dites, il y a eu tel événement, tel jour, à telle heure, avec telle personne témoin. Voilà déjà des situations comme ça qu'on peut peut-être documenter. Je ne sais pas si... Oui. Ben oui, Sylvestre l'a dit, effectivement. Lorsqu'il y a des paroles que vous considérez comme blessantes, humiliantes, tout de suite, ce sont des red flags. Tout de suite, vous dites, mais non, ça va pas là. Donc, à ce moment, vous commencez à noter. Vous commencez à noter, et puis, même si ça ne se répète pas dès la première parole, même, ça peut être même de façon subjective, hein, parce qu'on peut se sentir blessé, alors que, bon, de manière objective, quelqu'un d'autre ne pense pas que, bon, il n'a pas donné une parole blessante. Mais vous, le plus important, c'est qu'est-ce que vous percevez. Si vous vous sentez blessé, à ce moment-là, commencez à noter. Et puis après, vous allez chercher du soutien. Et les choses viendront par la suite. Absolument. Moi, je pense que l'idée n'est pas d'avoir toujours ça en tête. Sauf que quand on est dans une situation où on commence à se sentir inconfortable, on commence à avoir des symptômes dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est là qu'il faut, quand il y a des red flags, alors c'est là qu'il faut commencer à prendre des notes. On n'est pas obligé d'être tout le temps en train d'en prendre des notes, mais quand on commence à se sentir mal, quand on commence à douter de notre propre perception, ça vous amène aussi un côté qui est très rationnel, hein, tu sais, de pouvoir l'inscrire, de pouvoir le noter, ça nous amène à s'auto aussi valider dans ce qu'on vit. Donc voilà, tu sais, l'idée c'est pas que ça prenne toute la place, mais de pas non plus être dans l'évitement de la situation. OK. Est-ce qu'on a une question, une main levée? Là, je vois rien. Vous pouvez aussi poser des questions dans le chat, hein. Ne soyez pas Mais dans le chat, Cyril, timide, je vois dans le sinon on chat, va devoir faire. quelqu'un a mis dans le chat, est-ce possible d'avoir cette Oui, liste j'y suis dans. des... C'est quoi ça? Mais c'est ça Liste de quoi? dont on parlait. Je pense que c'est la liste des ressources. La question, elle a Ah, été interrompue, du moins interrompue, là, mais je pense que c'est lié aux ressources et ok. tout. OK, on a une main levée, c'est celle de Prince Nanfa. Bonjour. Bonjour, merci pour vos brillants exposés respectifs. J'avais juste une toute petite question, je ne sais vraiment à qui la poser. Nous qui travaillons beaucoup plus dans les milieux communautaires aussi, au niveau professionnel, on rencontre beaucoup de gens et nous avons souvent l'impression que je veux beaucoup plus m'appesantir sur le harcèlement sexuel. Est-ce que ce problème de harcèlement sexuel-là, on n'en fait pas trop? Je le dis pourquoi, et que c'est les hommes qui en sont souvent, qui sont souvent considérés comme les instigateurs et les femmes victimes. Et est-ce que, bon, je pose ma question, est-ce qu'on n'en fait pas trop parce que il y a, je ne dirais pas qu'il y a des personnes, un sexe qu'on voudrait absolument clouer au pilori, et deuxièmement, si cet harcèlement sexuel-là était vraiment concret, vrai, comme on le dit. C'est-à-dire que, oui, trop répandu comme on le dit souvent.
pourquoi est-ce qu'il y a tant de couples qui se forment au niveau professionnel? Si bien que même quand on fait les sondages, on dit qu'il y a tel nombre, le plus grand pourcentage des gens mariés, ou bien peut-être qui sont en couple, qui se sont rencontrés, c'est seulement au niveau professionnel. Comment est-ce qu'ils s'y prennent pour se connaître, pour qu'on ne les traite pas, pour qu'on ne traite pas peut-être le premier venu de harceleur? Est-ce que je me Ok. fais très bien comprendre? Oui, la question, elle est, du moins pour moi, elle est claire. La seule question que je me poserais, c'est est-ce que on parle d'harcèlement et discrimination en milieu de travail? Oui. Est-ce que le harcèlement sexuel tel que la question a été posée, est-ce que c'est le lieu de la discussion, surtout que Marie-Hélène en a est-ce parlé. qu'on n'en fait pas trop? Je ne sais pas si ceux qui sont là sont Ben, Ton en fait, micro je peux. coupe un peu. si on en fait trop ou pas assez dans la société. Ça nous... Je pourrais rebondir un peu en disant que, Monsieur Prince, ça pose un problème éthique qui est apparu dans les médias. Peut-être ici, on n'a pas développé des stratégies pour répondre au sein de ce webinaire, mais ça pose un problème éthique dans la société. De telle sorte que j'ai même vu, à cause de ce que vous posez comme question, des gens avoir peur de dire bonjour à une collègue de genre féminin, de sexe féminin, parce qu'on a peur de se traiter de harceleur. Ça pose un problème éthique. Même que lorsque, il y a de cela plusieurs années, hein, il y a une chanteuse, Nathalie Simard, qui a fait un coming out, tu peux dire ça comme ça, qui était victime d'abus sexuels, de harcèlement depuis plusieurs années. Elle a attendu peut-être 15 20 ans avant de venir dénoncer ça publiquement. Ça a posé le même problème éthique déjà que tu poses. Est-ce que la dame serait allée trop loin ou alors est-ce que vraiment c'est une victime toute faite qui vient dénoncer son agresseur? Donc, c'est un débat éthique pour moi. Je crois que ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre discussion. En ce moment-là, on pourra bien se documenter et voir qu'est-ce que la loi, qu'est-ce que le droit, qu'est-ce que l'opinion, l'inconscient collectif, et même dans le conscience collectif, qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'on en fait un peu trop? Est-ce qu'on en fait pas assez? Est-ce que les hommes sont clos au pilori? Je pense que c'est un débat éthique qui est si ouvert et je ne suis pas certain qu'on pourrait, dans ce webinaire, apporter une réponse exacte, claire à la question. Merci. Merci. Merci Sylvestre. Oui, merci Cyril, merci à tous les organisateurs de ce webinaire que je trouve particulièrement intéressant. Je m'étais connecté pour une demi-heure, mais finalement j'ai suivi toute la discussion. Même en travaillant parallèlement, j'avais une écoute attentive. J'ai trouvé les experts très pertinents dans leur approche. Et la question est très importante. Moi, je n'ai pas une question particulière à poser. Je veux d'abord féliciter l'initiative. Et ensuite, demander au niveau de la communication, peut-être ça s'adresse à vous tous, comment relayer, n'est-ce pas, un tel webinaire, comme il est numérique. Je vous encourage à le diffuser le maximum possible. On est une trentaine de personnes, peut-être plus, connectées. C'est déjà un succès hein, quand on sait que les gens n'ont pas beaucoup de temps de s'intéresser à s'informer. On est victime beaucoup, maintenant, on ne cherche pas les informations. Donc, les gens se plaignent de n'avoir pas d'informations, ne se rapprochent pas de l'information. C'est un vrai paradoxe. Alors, quelle stratégie votre organisation et toute la communication qui est autour va mettre en place pour que ça se retrouve dans nos divers Plateforme. forums là? Dans le Yamba, on a par exemple 500 personnes connectées. On passe les journées à se partager plein de choses qui sont pas toujours pertinentes. Mais on devrait pouvoir diffuser au maximum ce genre de communication, surtout que c'est pas long. Donc, une fois encore, merci et bonne continuation. Je remercie tous les participants, je remercie tous les panélistes et je pense que c'est une première, ce ne sera pas une dernière et au plaisir de vous revoir très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.